Merci. L'espoir dans l'art et dans la vie, réintégration de l'énergie cosmique et de la nature au travers de l'énergie sexuelle. Les nouvelles séries Shakti Yoni, Extatique Cosmic Dance. L'art, le sexe et la mort toujours. Et je prends une citation que j'avais dit ça dans un article dans la presse byzantine en mars 2013. J'avais une expo qui s'appelait Sex and Rituals. Et j'avais dit le sexe est la seule énergie qui s'oppose à la mort. Et bien sûr, sans y réfléchir trop, nous sommes tous en vie parce qu'il y a eu du sexe pour nous mettre au monde. Et donc, c'est comme une énergie essentielle. Et je n'arrive pas à comprendre comment l'Occident n'arrive pas à intégrer ça dans sa logistique. Parce que si vous allez dans un musée, il n'y a absolument aucun acte de pénétration. Il y a jamais, le sexe n'est jamais intégré. Donc, c'est tabou. On a rendu le sexe tabou. Les raisons pour lesquelles c'est tabou seraient trop longues à énumérer ici. Donc, voilà la petite série des Shakti Yoni. Et là, on voit c'est un dessin hindou avec tous les yantras, pas tous les points importants dans le corps. On voit la vulve, on voit le nombril, on voit les seins. Donc, c'est sûr qu'en Orient, ils avaient une connaissance du corps beaucoup confondue avec l'acupuncture et tout ça. Et le corps est géré totalement différemment. Et là, c'est une petite sérigraphie. Elle n'est pas là, mais bon. Ah si, elle est là. Bon ben voilà, vous avez la chance de la voir de visu. Et je voulais citer Hildegard von Bingen parce que au XIIe siècle, enfin ça c'est au XIIIe siècle, il y a beaucoup de nonnes qui, dans leurs pratiques religieuses et dans leurs dessins, Hildegard von Bingen a fait des très beaux dessins, ont compris la cosmogonie. Vous voyez que la Terre n'est pas plate, c'est un ensemble de choses, elle tourne. Et ils avaient compris ces énergies qui nous nourrissent. Et j'ai tiré un dessin, d'après un autre dessin d'Hildegard von Bingen, que voilà, ce sont des cercles concentriques, et je vais vous en parler tout de suite. Je vais citer Mu, le maître et les magiciennes d'Alexandre Jodorowsky. L'acquisition de la fluidité est comme une pierre qui tombe au milieu d'un lac, le miroir de soi. De ce choc surgit une onde circulaire qui donne naissance à une plus grande, les cercles continuant à se multiplier jusqu'à couvrir toute la surface de l'eau. L'expansion de la conscience est ainsi, mais avec une différence. Le lac mental est infini. Donc, dès l'instant où vous commencez à prendre conscience des choses, ça ne peut que s'aggraver, entre guillemets, s'approfondir. Et ça, c'est une démarche intéressante. Je vais parler des Aztèques, des Mayas, du Mexique et du Guatemala. Les crânes de mort et les axis mondii. Ça, c'est une œuvre, aussi un grand papier que j'ai imprimé sur plexiglas. Et de voir tous ces crânes, cette petite sérigraphie, elle doit être ici également, sa sérigraphie de la méditation. Je ne sais pas pourquoi les Aztèques et les Mayas avaient toute cette... parlaient tellement souvent de la mort et de la vie, mais... Bon, il se trouve que j'ai pris des photos là-bas et on voit là ces crânes de mort empilés comme ça. On les retrouve aussi dans notre Moyen-Âge, où on parle souvent de squelettes et de choses comme ça. Et vous voyez, bon, c'est tellement vivant, c'est une force incroyable. Les artistes avaient cette force. Je pense que ce qui est important pour un artiste, c'est d'avoir une vitalité. Donc là, on sent la vitalité des artistes. Et ça, c'est la pyramide de Chichén Itzá, au Yucatan. Et j'ai eu la chance de voir cette pyramide, au centre de laquelle il y a une pyramide, à l'intérieur de la pyramide, parce que souvent ces pyramides étaient construites les unes au-dessus des autres, comme les pyramides égyptiennes. Et au centre de la pyramide, il y a ce petit trône du jaguar, le tigre rouge et le tigre rouge. Et c'est à l'axis mondii de la pyramide, c'est-à-dire que c'est le lieu où on communique avec les esprits, les dieux et les ancêtres. Voilà. Donc on a ici un schéma de la pyramide, c'était à Tenochtitlan, la principale cité aztèque qui a été détruite par les Espagnols.
donc, il y a l'axis mundi, les 4 directions. Il y a un niveau terrestre, donc nord, sud, est, ouest, 13 niveaux célestes et 9 niveaux des inframondes souterrains. C'est-à-dire que comme ça, les chamans pouvaient voyager d'une étape à l'autre. C'est assez intéressant, puisque nous ne voyageons qu'horizontalement. Bon, on a la chance de prendre l'avion, mais bon, ou de faire de la plongée sous-marine, mais quelque part, ce sont d'autres niveaux spirituels. Et là, je parle de Black Elk à nouveau, qui fait une offrande aux 4 directions. Black Elk était un grand sage indien. Donc, récit des Lands Noirs sur les 7 rites des Sioux au Gala. La pipe sacrée, la libération de l'âme. Le calumet contient où est réellement l'univers. Mais puisque le calumet est l'univers, il est aussi l'homme, et celui qui remplit un calumet doit s'identifier à lui, établissant ainsi non seulement le centre de l'univers, mais aussi son propre centre. Il se dilate, je parlais de cette expansion, c'est important, je pense que les artistes doivent se dilater et ne pas rester à leur niveau, c'est très important. Il se dilate à tel point que les 6 directions de l'espace sont en fait ramenées en lui. C'est-à-dire qu'il mange et est mangé. C'est un peu compliqué. On peut voir ça dans les rituels tantriques également. Car c'est par cette expansion que l'homme cesse d'être une partie, un fragment, et devient entier ou saint. Il brise l'illusion de la séparation. J'en ai parlé précédemment. Et donc là, on voit des œuvres que j'ai réalisées aussi avec, là c'est le Shak, dieu de la pluie Maya, avec sa hache de foudre. Il frappe les nuages et déclenche le tonnerre et la pluie. Avec aussi, autour de lui, c'est un dessin d'une couverture Navarro. Ça sacralise un peu la couverture, quelque part, avec ces croix qui s'inversent. Là, je vous parlais aussi des 4 directions. C'est aussi une grande œuvre sur papier. Donc j'ai pris un dessin aztèque avec des arbres et des insectes, et on voit bien les 4 directions qui font rentrer, quand on a la chance d'être au centre, on a la chance de faire ces voyages chamaniques. Ici, on voit le calendrier maya, aztèque, excusez-moi, avec tous les animaux qui concernent tous les mois. Et donc le calendrier aztèque ou mexicain était intimement lié à la mythologie des anciens peuples de la Mésoamérique. Fondé sur l'observation astronomique et exprimant un système de croyances chargé de représentations abstraites, divinités, symboles, numéros, couleurs, qui se combinent et se reflètent les uns sur les autres. Le temps mexicain ne se distinguait pas radicalement de l'espace conçu comme un milieu hétérogène et doué des propriétés singulières selon les orientations cardinales. De même, à la différence de nos habitudes mentales, il n'était pas perçu comme linéaire par rapport à nous, mais s'appréhendait de manière cyclique, à travers 3 systèmes comptables parallèles et imbriqués, mettant en lumière des connaissances astronomiques élaborées. C'est aussi pour ça que ces cultures m'intéressent, parce qu'ils ont 3 systèmes de calendrier. C'est intéressant. Ici, on voit une petite sérigraphie où on voit tous les 52 ans, les Aztèques éteignaient tous les feux dans tout le pays, Mexique. Bon, ça ne s'appelait pas le Mexique à l'époque. Et de tous les foyers. Et le feu était redistribué, donc de Tenochtitlan, du feu central, de la pyramide centrale, dans tout le pays. On voit des prêtres qui portent des fagots de bois et qui redistribuaient ce feu. Et c'était donc chacun, au cours de sa vie, s'il vivait jusqu'à 52 ans, avait la chance de voir une fois ou 2, s'il vivait plus de 104 ans, ces rituels qui étaient importants. Bon, bien sûr, ça centralise le pouvoir politique, mais malgré tout, c'est une belle image. Éteindre tout et puis recommencer le monde. Voilà. C'est un peu nous nouvel an. Mais ça, c'est tous les 52 ans. Ça dépendait de leur calendrier cyclique. Et ici, on voit la Ixchel, la déesse maya associée à l'eau. Son nom signifie danse arc-en-ciel. C'est aussi un travail sur papier. Donc on voit qu'elle renverse l'eau sur le monde et qu'elle porte des os sur sa robe et elle porte des serpents sur sa coiffe. Elle est vraiment impressionnante. Ce n'est pas les défilés de mode dont on a parlé tout à l'heure. Ça signifie quelque chose et c'est dans l'énergie du monde, de l'univers. Et là, je voulais citer un prince-poète aztèque, Ayocan
Quetzalcoatl, qui a vécu au XVe siècle. Il faut dire que les Aztèques n'ont pas... Ce n'est pas une société qui a perduré longtemps, c'est du XIIe au XVe siècle. Il dit « Devrais-je périr comme les fleurs qui se fanent? Que restera-t-il de ma réputation ici-bas? Rien de mon pouvoir terrestre ne m'accompagnera. Au moins mes fleurs, au moins mes chansons préférées. La terre est le lieu des moments fugaces et éphémères. Et c'est ainsi, dans cet endroit, qu'en quelque sorte il nous faut vivre. Y reste-t-il de la joie? Y reste-t-il des amis? Ou est-ce maintenant ici, l'endroit où découvrir son visage, solitaire, dans le miroir de la vie? C'est une très belle poésie et on pourrait dire exactement la même chose aujourd'hui. Nous avons toujours les mêmes interrogations par rapport à la vie, au passage éphémère sur cette terre. Et lui, il aimait les fleurs, voilà. C'est un beau poème. Je parlais en quelques mots de l'âne de Bénarès, la spiritualité éternité. La spiritualité indienne me nourrit également, bien que je n'ai jamais eu la chance d'aller là-bas. Et je voulais citer Pierre Loti. Je veux citer un auteur occidental, parce que citer les auteurs hindous, les Upanishads, tout ça, c'est un peu compliqué pour nous à comprendre. Mais Pierre Loti dit, c'est un très beau livre, l'Inde, un ciel sans Dieu personnel, une immortalité sans âme précise, une purification sans prière. Je trouve qu'il a tout dit dans cette phrase. Et plus loin, et bientôt la pensée immense de cette multitude s'envole vers les insondables au-delà, où doivent plus tard se fondre et sombrer toutes nos individualités éphémères. C'est magnifique également. Et à un moment donné, il cite les brahmanes qui parlent de notre philosophie. Ils disent « Notre philosophie indienne commence là où la vôtre finit ». Et pour avoir lu pas mal de philosophes occidentaux et des philosophes hindous, je partage parfaitement cette pensée. C'est mon avis personnel. Donc là, on peut voir une petite sérigraphie Shakti Yoni où on voit un yantra comme ça. C'est le cercle, le carré, et tout simplement. Il faut dire que les hindous parlent souvent du vide, et les bouddhistes également. C'est une notion que j'aime appréhender dans mon travail. Ça, c'est aussi une sérigraphie Shakti Yoni. Et voilà une autre sérigraphie avec un cerf qui est d'origine des grottes préhistoriques. Voilà. Et là, on voit également un yantra, et ça correspond très bien au terme Shakti Yoni, puisque là, on voit le carré qui est le yoni, et les points qui sont le lingam, les aimants féminins et masculins. Et toute cette connexion entre l'homme et la femme crée ce que nous sommes aujourd'hui, la vie. Voilà, donc nous avons fini cette petite conférence. Je vous remercie d'être venus. Voilà, bon, si vous voulez voir plus en détail, vous pouvez aller voir sur mon site internet, bien évidemment. Et puis, j'ai l'atelier qui est à Besançon. Si éventuellement